Et en gros, la régie me disait, mais on comprend pas, vous arrivez à faire des leads depuis ces sites-là, comment c'est possible, etc. Et à l'époque, on achetait du trafic Facebook à un prix qui était dérisoire, entre 1 et 3 euros les 1000 clics, sachant qu'on pouvait les vendre entre 5 et 10 euros. Bah voilà, mais c'était Claude, ils connaissent pas dans le monde industriel. Et l'IA aujourd'hui, oui, ça fait peur pour beaucoup de gens. En tant que pur développeur, par contre, ça va plutôt nous transformer dans une autre manière d'approcher et d'aller plus vite et plus loin surtout. Salut Marion, c'est un honneur de t'avoir ici. C'est la première fois que tu m'as dit que tu faisais un podcast et je suis ravi de t'avoir ici parce que tu es un petit peu l'homme de l'ombre qui a travaillé avec le plus grand SEO. Tu connais déjà tout le monde. On s'est déjà vu à pas mal d'événements SEO. Hier, on était au WordCamp WordPress. Tu connais un petit peu les business de tout le monde et en fait, tu es l'homme de l'ombre. C'est-à-dire c'est toi qui t'occupes de la partie technique. Et moi, s'il y avait un rêve que j'ai toujours voulu avoir, c'est avoir les compétences que tu as en développement pour aller peut-être par le passé faire des choses beaucoup plus high level. Après, maintenant, c'est vrai que l'IA aide maintenant de plus en plus. Et du coup, c'est un honneur de t'avoir ici pour présenter un petit peu des anecdotes, ton parcours, tout ce que tu as fait. Et puis, tu as pas mal d'expérience dans tout ce qui est affiliation, monétisation. Moi, je l'ai fait aussi, peut-être des trucs un peu plus borderline, etc. Donc, voilà, bon, maintenant, il y a prescription. Mais voilà, je vais te laisser te présenter. Mais en tout cas, je suis trop content de t'avoir. Et Du coup, merci à toi de m'avoir sollicité il y a quelques jours pour venir faire ce premier podcast avec toi. Donc, ouais, comme tu as dit, j'ai un double profil. Donc, moi, j'ai vraiment un profil vraiment plus orienté tech. Donc ça fait plus d'une vingtaine d'années que je fais du développement web. Et je suis venu aussi à faire du SEO parce que forcément, quand tu développes un site, le site il n'est pas forcément visible au premier abord. Donc j'ai été tout de suite attiré par le référencement il y a une vingtaine d'années. Donc il y a 20 ans, le SEO c'était beaucoup plus simple qu'aujourd'hui. Il y avait beaucoup moins de complexité technique, il y avait surtout beaucoup moins d'acteurs. Donc voilà, donc ça va faire 20 ans. Donc oui, je vais pouvoir te retracer quelques anecdotes. Ouais, t'as commencé avant moi, quoi. 20 ans, oui, j'ai lancé mon premier site, j'avais 16 ans. 16 ans, le premier site avec une vraie extension, parce qu'à l'époque, on pouvait aussi acheter des extensions un peu plus, moins légitimes, et du coup, j'avais dû solliciter mes parents pour réserver un nom de domaine, puisque j'avais une carte bancaire, mais qui ne permettait pas d'acheter en ligne. Ouais. 2005, c'était 2005. Donc du coup, c'était une première expérience. Donc j'ai beaucoup partagé sur le web. Et les deux thématiques qui m'attirent au début, c'était le web et le football. Donc le football dans lequel je suis depuis 20 ans. Et j'ai eu une expérience là pendant un an avec un très gros acteur du milieu des paris sportifs, donc qui m'a aussi permis de découvrir d'autres horizons au niveau international. Donc c'était très enrichissant. D'accord. Et je suis passé vraiment par pas mal d'étapes entre deux avec beaucoup de SEO. Des SEO que j'ai rencontrés durant les événements. Ouais, on a eu un podcast qui sera l'épisode précédent avec Kovan, où le sujet c'était l'importance de se rencontrer en vrai. Et notamment, on s'est rencontrés en vrai. Potentiellement, tu étais un concurrent, mais enfin, c'était pas un concurrent, mais on allait entre guillemets récupérer des liens sur les mêmes spots, et on voyait un petit peu ce que faisaient les concurrents. Et c'était pas exactement les thématiques, parce que tu vas en parler après, mais toi c'était plus la banque en ligne, et puis moi c'était plus les mutuelles, les assurances, etc. Mais ouais, à chaque fois, on se rencontrait, je te voyais à chaque fois, tu me faisais des retours, après peut-être tu en parlais, des outils que tu utilises aussi chez nous, Alloscan, Textbulker, etc. Mais ouais, c'est l'importance de savoir rencontrer, et du coup, je me rappelle de ce jour où tu me dis, ah, mais tu vois ce site-là, ça c'est moi, ça c'est machin. Ouais, j'ai vu que tu avais fait ça, et en fait... On se connaît du web, on connaît les sites entre nous, on sait comment on fait, mais c'est toujours enrichissant de voir finalement en vrai la personne derrière. Et voilà, c'est... Voilà, du coup, on connaît, comme dit Kovan, je pense que c'est important de participer à des événements et puis de faire tout ce qui est après soirée, etc. C'est là où on noue beaucoup de liens avec des personnes et je pense que beaucoup de gens se sont rencontrés dans ce type d'événements, notamment dans les soirées. Donc moi, j'ai fait mes plus grosses rencontres en termes de business dans les afters. Donc voilà, il y a une personne qui s'appelle Franck Ruy, qui était Zikaba, avec lequel on a beaucoup travaillé. C'est quelqu'un que j'ai rencontré à un barcamp Black Hat à Toulouse. Ouais. Et on a beaucoup plus sympathisé. C'était en soirée, après c'était en boîte de nuit. Ouais. Donc c'était à l'époque où il y avait Paul, Rudy, Kevin. Il y avait beaucoup de Black Hat entre guillemets. Ouais. Et c'était le début. C'est mon petit
Bonjour du coup à Paul Sanchez. C'est que là, pour le moment, en fait, les personnes que j'ai invitées, c'est des personnes qui étaient en fait de passage sur Nice, entre guillemets, donc j'en profite de vous interviewer. Mais j'ai toujours dit, Paul, ce serait la première personne. Je l'ai déjà dit qu'il allait m'inviter, etc. C'est qu'on ne s'est pas encore mis d'accord. C'est lui qui a donné le spirit, j'avais fait le SEO high level, toutes les conférences de qualité qu'il a fait, etc. Et effectivement, le premier événement que j'ai fait, c'était le Barcamp Black Hat. Ils étaient déguisés avec Rudy en C'était pingouin. le deuxième, avec c'est ça. Aix-en-Provence. Toi, t'étais pas là, je crois. Non, j'étais pas T'étais là, pas ouais. encore là. Mais je me souviens, effectivement, il y avait Franck, dont tu parles, qui avait fait une conférence avec Thomas aussi, qui est un excellent SEO, donc sur tout ce qui est assurance, finance, et qui m'impressionnait, parce qu'il y avait toutes des techniques impressionnantes sur des redirections 301, cloqué, etc. Et, c'était entre guillemets un de mes concurrents aussi, parce qu'on travaillait un petit peu sur la même thématique, mais c'est vraiment quelqu'un qui est discret et aussi très, très, très high level. Et Franck aussi, j'ai très peu échangé, mais je lui avais acheté un site, bankeo.info, 7000 €, je crois, je m'en rappelle encore à l'époque, mais j'ai jamais trop finalement utilisé. C'est un peu comme tout dans les SEO, t'achètes des noms de domaine, t'achètes des sites, et après... Site sur lequel il j'ai faut également passer... travaillé. T'as travaillé? Ouais, sur Bankeo. Ouais, t'avais fait quoi du coup? J'avais fait du T'as dev. pas mis en des fait, backdoors? Non, pas de backdoor. Parce que j'ai pas changé grand chose. Peut-être qu'il y avait déjà des backdoors dans le site actuel, je vais pas le certifier, mais non, j'ai déjà, oui, sur ces sites. Après, oui, quand on creuse, après, c'est vrai que c'est un milieu où, au final, le monde est très petit, quoi. On se rend compte rapidement on connaît un tel, etc. Donc, c'est vrai que c'est... C'est que le web, il est énorme. Et les clients, ils ont l'habitude de dire je suis sur un site. Ils pensent que ça y est, t'es sur un site. Il y a n'importe quel utilisateur au monde qui va pouvoir aller dessus et il va pouvoir exploser son chiffre d'affaires. Mais après, il y a tout le travail de référencement derrière. Et derrière, après, l'écosystème, il y a les référenceurs qui se disent référenceurs mais qui font pas grand-chose. Et après, tu as les référenceurs qui font du travail, et entre référenceurs qui savent travailler, savent qui fait quoi, tout le monde connaît à peu près ces sites, sauf qu'effectivement tu connais pas forcément la personne derrière, mais après, ouais, effectivement, après ça reste un petit écosystème par rapport à la taille de la France ou même mondiale, quoi. Donc c'est excellent. C'est excellent, donc je te laisse continuer. Donc j'ai commencé, voilà, après, pour revenir un petit peu au contexte de départ, voilà, mon premier après-site que j'ai fait après ce site-là, j'ai travaillé dans le domaine du sport, donc j'avais eu un domaine sur les transferts de football. Ouais. Donc j'ai commencé, il y avait des premiers acteurs qui étaient Foot Mercato avant qu'ils explosent. Il y avait également aussi des sites de Yann de Koopman, qui est une personne que j'apprécie énormément et qui m'inspire grandement même au quotidien, tout ce qu'il fait, tout ce qu'il a fait et tout ce qu'il continue de faire. C'est une personne qui m'est assez chère, et il m'a aussi aidé quand j'ai eu mes deux jumelles, il a contribué à la liste de naissance de mes enfants, donc c'était un geste qui était assez fort. Ouais, c'est top. Ouais. Donc c'est vraiment une personne, je trouve que c'est une personne en or qui inspire et qui, on lui passe le bonjour aussi, je connais. Qui charbonne beaucoup. Je pense que beaucoup devraient s'en inspirer, parce que c'est quelqu'un qui les chiffres ne mentent pas, hein, les chiffres sont publics, donc je connais pas personnellement, mais tout ce qu'il poste, c'est super intéressant. Et c'est vrai que récemment, il a fait 2-3 tweets où il a mis tout le monde d'accord. Sur OpenCloud, il a même été retweeté par des gros influenceurs de Dubaï, etc. Il aime bien aussi envoyer maintenant des petits punchlines sur tous les... il critique pas mal tout ce qui est méthode agile, etc. Les développeurs pareil qui font les SEO qui font des audits, etc. Lui dit maintenant, les audits, c'est tout automatique. Le matin, j'ai mon compte rendu. Il est en mode vraiment accélération, et je pense que il fait beaucoup je pense que oui, c'est ce qui va aussi, c'est ce qui se passe un petit peu avec l'IA aujourd'hui, quoi. C'est que on accélère depuis 2-3 mois. On a quand même passé un gap qui est quand même il y a quand même une vraie accélération avec Claude, je pense, sur l'utilisation des outils. Donc il faut prendre le virage et il faut monter dans le train. Celui qui ne monte pas dans le train aujourd'hui. Oui, et puis lui, en plus, il partage beaucoup de valeurs sur Claude, donc n'hésitez pas à le suivre, Yann de Koopman. Je l'inviterai à faire un podcast, mais après, je crois qu'il est trop high level pour... j'ai jamais vu dans un podcast, je crois pas l'avoir vu, donc en tout cas, je lui proposerai. Je sais pas s'il viendra, en tout cas, c'est avec grand plaisir. Une petite type de fléchette, et peut-être qu'il viendra, il adore jouer aux fléchettes. Géofléchette, je suis pas mal au jeu de fléchettes aussi. Donc, c'est un énorme PC, très discret, mais en fait, c'est vrai, il a des boîtes extraordinaires. C'est une personne, c'est l'une des personnes qui m'a fait aussi acheter un site dans le domaine du football. Donc j'ai acheté un site il y a 11 ans, parce que le site il était présent dans un agrégateur de news, et qui envoie toujours énormément de trafic.
Et en fait, ce qu'il faut savoir, la petite anecdote par rapport à C'est ce quoi site, l'agrégateur il s'appelle livefoot.fr, donc il n'y a Ouais. pas de il n'y a rien de secret, on le trouve facilement. Donc un agrégateur, c'est C'est un site, en fait, c'est comme un petit peu ce qu'il y avait à l'époque, ils agrègent des flux RSS pour lister les articles dans son site. Donc il n'y a rien d'exceptionnel, sauf que ce site, il fait un trafic monstrueux, en fait. D'accord. C'est Ok. dès que tu publies un article sur ton site, il t'envoie un trafic conséquent sur ton site. Donc il a plusieurs sites comme ça. Et ce D'accord. site, il existe depuis très 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 longtemps. Donc ça fait bien peut-être 15, je dirais au moins une bonne quinzaine d'années facilement. Et ce site, il a une puissance phénoménale pour donner du trafic. Donc forcément, aujourd'hui, quand on donne du trafic, ben forcément, si la personne elle est sur Chrome, etc., enfin après, ça fait toujours un effet de masse. Et la petite anecdote, c'est que j'ai acheté ce site sans savoir qu'il était sur Google News. Du coup, ça a été la petite surprise. Ouais. On a acheté ce site-là en sachant que voilà, il était sur le flux parce qu'on ne pouvait pas rentrer sur le flux, c'était quasiment impossible. Et du coup, la petite surprise, c'est qu'il est sur Google News. Et aujourd'hui, il est toujours sur Google News. Même si je ne poste pas beaucoup, il a toujours une présence où il peut boxer dans les top stories, etc. Donc c'est ça qui fait... Ce qui est impossible aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, Oui. les Google News, c'est traqué pour leur puissance. Le fait qu'on publie un article, c'est indexé instantanément. Ça peut boxer, effectivement, ce qu'on appelle boxer dans les résultats de Google et avoir plus de trafic en tant qu'article à la news, à la une. Et effectivement, tous les SEO sont à l'affût de ces sites-là parce que c'est quand même une facilité, même si c'est pas obligatoire, pour également performer sur Google Discover où on avait fait une interview avec Deidou qui expliquait, donc si vous voulez aller voir l'interview avec Deidou sur Discover, les choses extraordinaires qu'on peut faire sur ce genre de site. Et en fait, tu as acheté ce site et tu savais pas du tout qu'il était Google News. Donc le vendeur non plus, en fait. Bah non, il devait pas forcément savoir parce que c'était vraiment le métier, c'était c'était un expert, je crois que c'était un journaliste un peu. Donc il faisait vraiment des sites de qualité, etc. Donc il était sur Google News et c'est vrai que c'était la petite surprise et c'est grâce à Yann que j'ai acheté ce site-là. Donc il m'a forcé à l'acheter, à passer à l'action et puis il m'a aussi aidé à négocier le rachat du site qui était dérisoire à l'époque, quoi. Et ouais. Donc là, c'était plutôt pas mal sur cet aspect football-là. Après, dans le football, on a aussi fait pas mal d'expériences aussi avec Franck. Ouais. On a travaillé sur grâce à lui, il avait une énorme page Facebook. À l'époque, Facebook, c'était plus simple qu'aujourd'hui. Forcément, on avait une page et on faisait un petit peu comme des galeries photos. En gros, on faisait un petit peu comme les sites de buzz qu'il y avait à l'époque. C'était en gros, on faisait un article avec une photo et en fait, avec 5-6 photos. Et on faisait avec les boutons page suivante, page précédente pour augmenter le nombre de pages vues. Donc derrière, ça générait des pages vues. Donc derrière, ça générait du revenu avec notre business model. C'était le display, donc c'était Google AdSense. Ouais. C'était des régions en direct. Donc on a réussi à avoir des régions en direct, etc. Ouais. Donc ça faisait beaucoup de trafic. Donc on arrivait à avoir des contrats qui étaient quand même relativement intéressants. À l'époque, on avait des bannières sous les images. On gagnait 5 euros les 1000 impressions. Donc ce qui était quand même impressionnant. 5 euros les 1000 impressions. Voilà, c'était des régions, on était au début des produits, on était à un site, on faisait beaucoup de trafic, donc forcément on faisait de la visibilité à l'époque sur les sites, donc c'était plutôt bien. Et puis en fait, notre site il avait une notoriété, donc on était parti sur un domaine vierge, Ouais. donc aucune popularité, pas d'expiré ni rien du tout, vierge. Et on faisait l'acquisition de trafic par Facebook. Et à l'époque, on achetait du trafic Facebook à un prix qui était dérisoire. Ouais. On achetait les 1000 clics, je dis pas les 1000 impressions, mais les 1000 clics sur le site. Ouais, clic. On payait ça entre 1 euro et jusqu'à 3 euros maximum, quoi. Qu'est-ce que je faisais à cette époque? Les 1000 clics. Donc, ce qui était, on avait des personnes qui s'occupaient, ils faisaient des annonces publicitaires. Avec Facebook, il fallait toujours respecter on faisait une image un peu attrayante, on faisait des galeries un peu en mode ce qu'on appelait incitation au clic. Ouais. Pour générer du trafic. Et après, derrière, on avait aussi on avait le trafic et derrière, on avait aussi la bonne monétisation avec des régies. On arrivait à avoir des contrats. Alors, on n'était pas tout le temps en direct, mais on avait des intermédiaires. Mais on avait des prix qui étaient quand même très, très, très intéressants, quoi. D'accord. Parce que aujourd'hui, dans le football, je trouve que j'ai vu passer récemment 2-3 tweets sur des footballs. Je trouve que le football, c'est quand même un métier où c'est pour retrouver un bon RPM par rapport au temps passé aujourd'hui, c'est quand même très compliqué, quoi. Le rendement, il est pas exceptionnel, quoi. En France. En France, ouais. Puis après à l'étranger, j'ai pas trop d'expérience dans le média à proprement parler, quoi. Ouais. Je sais qu'à l'étranger, ce qui marche beaucoup, c'est Parce qu'à l'époque, je crois que tu pouvais faire de l'affiliation sur le Paris sportif. Paris sportif, après, régulé, c'est un autre métier, donc c'est pas les mêmes acteurs, c'est pas la même concurrence.
Et nous, on connaissait vraiment que le marché français. Après, comme on dit souvent, en France, il y a beaucoup d'acteurs qui sont sur le marché français. À l'étranger, il y a du business qui est tout aussi grand, voire plus important. Enfin, à l'époque, il y avait la barre de la langue. Maintenant, avec l'IA, il y a des barres qui se lèvent, etc. Mais c'est pas les mêmes. Après, il faut connaître aussi la régulation du marché, etc. On peut pas faire tout ce qu'on fait en France. Voilà, en France, le casino, c'est interdit. Les paris sportifs, c'est encadré. Dans certains pays, il y a certaines règles, etc. Donc, mais c'était une bonne expérience dans le domaine du football. Voilà, avec mon ancien associé Franck, c'était vraiment. Ouais, donc vous aviez créé carrément une boîte. On avait créé une boîte qui, à l'époque, devait s'orienter sur les travaux. Ouais, donc devis travaux. Ouais, devis donc travaux. C'est une grosse thématique, effectivement, sur le web. On reviendra juste après dessus, parce qu'on a travaillé sur d'autres thématiques dans les travaux que. Peut-être que. Alors, je sais plus si c'est toi qui étais, il y avait aussi Thomas, etc. Mais on a fait vraiment. Voilà, on a fait le site de football, et le site de football, on l'a fait vraiment en 10 minutes, quoi. Ouais. C'est un jour, alors je crois qu'il était venu chez moi. Il a dit attends, j'ai une idée et tout, on va peut-être faire un truc comme ça. Et en fait, on a testé, on a monté un site en même pas une après-midi, sans l'IA à l'époque. Ouais. Donc on l'a monté nous-mêmes. T'as fait les textes toi-même? Non, après les textes, on avait pris. Madagascar? On avait pris, non, même pas. Nous, on travaillait avec des Français. On avait pris quelqu'un qui était en apprentissage chez nous. Ouais. Enfin, non, on avait salarié une personne qui était à l'école. Ouais. Il avait déjà un contrat. D'alternance. Il faisait 35 heures. Non, il faisait 35 heures chez nous. Il était à l'école, mais il faisait 35 heures. Donc on avait, il était dans une école de e-commerce, il devait faire pas beaucoup d'heures d'école, mais du coup une semaine il était à plus de 35 heures et l'autre semaine à moins de 35 heures. Mais il bossait déjà à temps plein pour nous. Donc c'est lui qui trouvait les galeries après, etc. Et après il gérait aussi les campagnes des réseaux sociaux, etc. Donc on a fait beaucoup de Facebook. Donc ça a marché à un certain moment. Après Facebook, c'est comme tout, au bout d'un moment plus on avançait, plus il fallait payer cher. Donc à un moment donné on trouvait plus le juste c'est mieux. comme tout sur le web, hein. C'est qu'il y a des trucs, on n'en parle pas, et quand les gens en parlent, c'est quand c'est un petit peu redescendu. Là, c'est l'IA, c'est au moment de l'IA, mais l'avantage, c'est qu'avec n'importe qui, enfin tous ceux avec qui j'ai échangé, c'est que il faut savoir ce spirit, ses compétences, et être à l'affût de l'IA. Peut-être maintenant c'est les SaaS, etc. Mais voilà, des personnes comme nous, comme ceux que j'ai déjà interviewés, tu es toujours à l'affût. Mais effectivement, on a l'avantage de travailler sur des business entre guillemets reproductibles à l'infini, mais le temps n'est pas infini. Effectivement, le site a une durée de vie, ça peut descendre, mais toutes ces compétences qu'on acquiert avec ces expériences nous servent à lancer effectivement d'autres business sur le web. Je crois que c'est ce que tu disais je crois que c'est toi qui dis ça dans un précédent podcast, c'était le fait de remettre à jour le site. Je crois que tu en parlais dans ce podcast, je crois, avec Laurent, où tu disais il fallait faire une refonte, etc. Oui. Donc oui, le site, au bout d'un moment, il a atteint un petit peu un plafond, et après, il faut forcément apporter des nouvelles choses. C'est un petit peu comme dans tout, même je dirais dans tout business, comme dans tout, par exemple, un restaurant, etc. À force de proposer toujours la même carte, à un moment donné, il faut aussi se renouveler, il faut pouvoir apporter d'autres choses, etc. pour, séduire des nouveaux utilisateurs, deux, pour que le moteur puisse, techniquement avoir d'autres choses, et c'était une bonne expérience. Et dans le métro, tu parles d'opportunité. On a aussi saisir une opportunité où on écrivait pas sur notre site, mais on écrivait sur un autre site. Je crois que c'était un site qui devait être du côté de Londres. Et en gros, ils nous rémunéraient en termes de vues. Alors, ils avaient deux modèles de rémunération. Ils avaient la monétisation directe, ils étaient sur Google News, mais on écrivait des news et on était payé entre... alors, je crois que le plus, ça devait être entre 3 et 5 euros, jusqu'à plus de 10 euros les visites, quoi, sur des articles. Donc aujourd'hui, et dans le domaine du football, c'était quand même exceptionnel, quoi. Quand on connaissait les RPM à l'époque dans le domaine du football, c'était quand même pas aussi haut. Et là, on avait pareil. Du coup, si on reprend le modèle économique qu'on avait initialement sur notre site de football, on achetait le trafic entre 1 et 3 euros les 1000 clics, sachant qu'on pouvait les vendre entre 5 et 10 euros. La messe était dite, quoi. On achetait du trafic. Ça. Je veux dire, qui aujourd'hui, tu mets 3 euros, on donne 6 euros dans la foulée, quoi. Ouais, ça existe plus trop. Donc c'était, on a profité de ça pendant un long moment, ça a fonctionné. Après, c'est toujours pareil, les sites, ils se lancent. Est-ce qu'après, c'est un petit peu comme tout business, ils investissent. Est-ce qu'après, ils avaient leur ROI instantané? C'était pas notre problème. Nous, notre truc, c'était, on investissait 3 euros, on récupérait 6. Donc après, on investissait 30, on récupérait 60. Et après, on investissait des milliers d'euros et on récupérait des milliers d'euros, quoi. Et comment tu as eu l'info? Parce qu'en fait, le truc un peu de l'affiliation, c'est qu'effectivement, il y a plein d'affiliations. C'est les régies qui viennent à toi. C'est les régies. Moi, dans le domaine du sport, football, c'est... quand on a des sites dans le domaine du football, si notre site il est visible, peut-être moins, même pas forcément aujourd'hui, tu as plutôt des clients type soit du pari sportif, soit du casino qui vont venir vers toi. D'accord. Par contre, à l'époque, c'était un petit peu moins encadré.
Mais c'était les régies, voilà, ils voyaient ton site qui populait sur Facebook, parce qu'à l'époque c'était Facebook, hein, il n'y avait pas encore toute la popularité de TikTok, Instagram, etc. Donc ils voyaient ton site populer, après ils suivaient, comme tout bon personne qui travaille dans le marketing, s'il fait une bonne veille, il va voir les sites qui sont positionnés, les sites qui rankent, etc. Et tu les contactes en direct. Et c'est eux qui venaient directement vers toi pour te citer. J'ai retrouvé même des emails historiques dans mon domaine du football où toutes les régies de paris sportifs, ils venaient vers toi, bonjour, on travaille, je suis responsable de telle régie, telle régie, telle régie, je suis responsable de tel bookmaker, est-ce que ça vous intéresse de faire une campagne, etc. Quoi, donc voilà, c'est eux qui venaient vers toi et c'est comme ça, en fait, c'est eux, en fait, c'est un petit peu comme... c'est comme j'ai toujours fonctionné aujourd'hui dans le business, en fait, j'ai jamais fait de prospection. Oui, t'as toujours Dans été l'édition, même dans le dev, caché dans en le fait, jeu. c'est les gens qui viennent à toi, en fait. Mm. Et dans le monde du web paris sportif, c'est ça, en fait. Enfin, du football, du coup, tu attires des régies, etc. Et ça te permet de rencontrer des personnes. Donc, c'est... Oui. Et après, ben, c'est bien aussi de se rencontrer parce que ça permet d'échanger avec éventuellement. Parce que c'est vrai que quelqu'un qui se lance, ben, il faut qu'il fasse ses preuves et après, il faut qu'il choisisse quand même la thématique de son site, la thématique de son business. Et c'est bien, c'est ce genre d'événement où effectivement, c'est des choses qui sont un peu cachées en public, où tu peux avoir l'info et où tu peux t'inspirer pour commencer à créer un site. Mais effectivement, ouais, c'est des. Ouais, après, comme tu dis, c'est d'aller vers les gens. Voilà, on travaille dans le football. Du coup, bah, moi, j'avais été invité par la régie. J'avais déjeuné avec eux. Du coup, bah, pareil, j'avais été aussi invité par la régie qui gérait chez Foot Mercato. Ils avaient une régie qui gérait leur publicité. Bah, du coup, j'avais été invité par eux justement parce que on vendait un espace pour eux parce ils avaient besoin un petit peu plus d'une autre audience, etc. Donc, j'avais pu rencontrer des personnes. Donc, c'est toujours intéressant d'ajouter des cartes à son carnet d'adresses, quoi. C'était vraiment... Donc ça permet de rencontrer des personnes. Après, comme tu dis, je pense qu'aujourd'hui, ce qui est important, parce que voilà, c'est peut-être aussi un peu mon défaut ces 20 dernières années, c'est que des fois, comme tout le monde, j'en discutais même avec des personnes qui travaillent dans le monde du SEO, c'est que voilà, on a toujours eu envie, on voyait un beau domaine, tiens, je vais prendre ce domaine, est-ce que je vais faire un projet avec, je vais réserver des expirés. Voilà, et je pense qu'aujourd'hui, ce qui est important, c'est aussi de se focaliser, aller sur un projet, mais y aller vraiment à fond, quoi. C'est vraiment un conseil que je pourrais donner aujourd'hui, c'est vraiment d'être à fond sur un projet et de le finaliser, et après, voilà, de le travailler, et puis peut-être voilà, tester d'autres choses, mais vraiment essayer d'être focalisé pour... Ouais, c'est ça, ouais. On en parlait dans un autre podcast, effectivement. Focus, c'est important. Après, c'est vrai que ça peut commencer à descendre, etc. On peut être tenté par le FOMO et aller voir ailleurs, mais dès que tu commences un peu à creuser, tu as les autres trucs qui commencent à redescendre, donc après, c'est un choix. Et après, c'est... Tu parlais l'exemple de Thomas. Je pense que Thomas, c'est une personne qui est aussi inspirante pour moi. C'est vraiment quelqu'un, voilà, il y a deux types de personnes. Il y a les personnes qui faisaient à l'époque où on faisait des sites un peu en mode poubelle. On lance un site, on le fait référencer en mode. Ah ouais, lui, c'était quali, hein. Tu vois, il est Oui, Thomas, ça a toujours été voulu faire quelque chose de propre. Et en fait, là, un de ses avantages aujourd'hui, c'est qu'il va capitaliser sur son site. Thomas, on parle de Thomas SEO F1, donc c'est son pseudo Twitter. Quand vous tapez sur Google, qui fait vraiment vous des sites de très bonne qualité. Et l'avantage, c'est des choses qu'il peut techniquement vendre, quoi. Ouais. C'est qu'il peut intéresser des vrais repreneurs, des vraies personnes qui veulent construire, voilà, s'ils travaillent dans des thématiques concurrentielles comme tu as évoqué au début. Bah oui, forcément, je sais qu'il a vendu des très gros sites de mutuelles, d'assurance, des très gros groupes d'assurance, etc. Alors, enfin, c'est des centaines en plus de gagner de l'argent avec ces sites, en fait, il prend la petite cerise sur le gâteau. C'est ça. En plus, quoi. Donc c'est vraiment, je pense, c'est un bon exemple de ce qu'on peut faire pour le futur, je pense, et de capitaliser. Ouais, très gros niveau. Ouais. Très gros niveau. Il se positionnait sur des très gros sites et toujours en mode quali. Je pense que du coup, c'était toi la personne qui était derrière sur l'automatisation à l'époque. J'ai beaucoup travaillé avec Franck. Alors lui, il a fait déjà une grosse partie. Donc Franck, c'était quelqu'un qui avait quand même aussi un petit peu ce qui sortait un petit peu d'un SEO standard. Il avait quand même aussi un petit peu esprit en mode technique parce que du coup, il avait suivi la formation de Paul Sanchez, du coup, le SEO High Level. Donc, je pense que c'est une très belle formation. Je suis conférencier depuis quelques années là-bas, donc je confirme. Voilà, donc le SEO High Level, si vous voulez taper sur Google, c'est une formation qui a été créée par Paul Sanchez, du coup, qu'on parlait au début, et Kevin Richard aussi, donc le créateur de l'outil SEO Observer, outil très populaire SEO, utilisé par la majorité des agences SEO et consultants SEO dans le web, et qui c'est vraiment une très grande personnalité et une super personne qui a créé une formation. Ils ont créé du coup une formation sur Paris où dedans il y a plusieurs conférenciers, dont moi-même. Il y a également Fabien Rakidel de VIP SEO, donc le numéro 1
sur la veille SEO sur Twitter. Il y a aussi Mathieu, l'associé du coup de Paul Sanchez. Mathieu, donc son pseudo Black Melvin, qui est également super personne. Il y a aussi l'associé de Kevin, qui est également le développeur de SEO Observer. Donc voilà, c'est une formation vraiment SEO avancée, voilà, où on découvre effectivement ce genre de technique un petit peu peut-être black hat. C'est peut-être pas forcément à appliquer sur votre business, mais c'est bien également de savoir que ça existe pour éventuellement des fois se protéger également, parce qu'il y a aussi des concurrents peu scrupuleux qui font ce qui s'appelle la négative SEO, avec du contenu dupliqué, avec des choses cloquées, etc. Donc c'est un univers, voilà, ça s'appelle SEO High Level, c'est qu'on on reprend le SEO, il faut dire être quelque chose de confirmé, mais c'est vrai qu'on voit des éléments plus cachés, et vu que c'est un petit comité, on montre nos propres sites, on montre des business, on montre des exemples d'affiliation qui peuvent être cachés, et on partage également notre expérience sur différents sujets. Donc voilà, ouais, donc il avait été formé du coup. Ouais, formé, puis du coup, voilà, après, on a beaucoup travaillé ensemble sur des projets voilà, dans ces thématiques de la banque en ligne. On a travaillé aussi un petit peu dans les affiliations de travaux, tout ce qui était devis monte-escalier, abri piscine. On avait même lancé des galaxies de sites dans chaque thématique avec des villes. Voilà, on a fait beaucoup, beaucoup de choses. On avait travaillé avec les régies. Bon, à l'époque, c'était 1, 2, 3 devis qui payaient très bien. Maintenant, après, c'est un petit peu plus. Ça a été repris par la boîte. Je crois que c'était avec travaux.com. Puis, petite anecdote, c'est nous, on avait le domaine travaux.net. Donc, c'était un petit peu. Voilà, c'était pas mal. On travaillait voilà, sur des outils, de l'automatisation, ce que tu as parlé du SPIP en mode connecté, puis en mode déconnecté. C'est ça, j'ai vu que. J'ai même retrouvé des discussions. On parlait aussi de Drupal. Donc, ça remonte déjà à très. Ouais. On automatisait ça soit avec iMacro, soit il y avait aussi la team Six Emitter. Ouais. On a fait aussi du rachat de crédit. Puis rachat de crédit, ce qu'on faisait, en fait, tout ce qu'on fait à l'époque aujourd'hui pour populer sur Google Discover, on achetait des campagnes voilà, pour Discover, on dit qu'il faut acheter du trafic avec du pop. Nous, en fait, avec France, ce qu'on avait fait, c'était on achetait du trafic pour tout ce qui était le rachat de crédit, prévoyance, etc. Et puis en fait, on fait une promotion de notre landing page. Donc à l'époque, on était affilié à Deviprox. Dans Deviprox, on prenait, alors je sais plus, c'était, je crois que Daidou en parlait avec le pourcentage ou le fixe, je sais plus exactement. Et en fait, on avait notre trafic via les campagnes de pop-up. Pop-up, tu parles des pop-ads, des pop-unders, voilà, des choses comme ça sur des sites. Alors je sais pas trop si c'était c'était sur les sites. Et en fait, l'envers du décor, c'est qu'en gros, on captait des leads sur des gens qui allaient directement sur des sites de rachat de crédit, type Myrto.com, après il y avait d'autres acteurs. Et en gros, la régie me disait, mais on comprend pas, vous arrivez à faire des leads depuis ces sites-là, comment c'est possible, etc. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas tous ces protections de navigateurs, d'où venait le trafic, etc. Ouais. Et en fait, en gros, du coup, je pense que les personnes... Ah, tu modifiais le référeur, non, c'est mais ça en fait, je pense que les gens, quand ils allaient sur les sites de Myrto, alors après, le problème, c'est que les campagnes de pop, est-ce que c'était du trafic légitime ou c'était du trafic qui provenait de logiciels type malware? On savait pas trop. Tu savais pas. Et du Parce coup, que le pop, c'est une pop unders, une fenêtre qui s'affiche. Vous savez que des fois, quand vous allez sur des sites un petit peu pas très recommandables, il y a plein de pubs et des pop-up et des fenêtres qui s'ouvrent. C'est ce qu'on appelle les pop-up. Mais ça s'ouvre sur le site en question. Donc là, ce que tu es en train de dire, c'est que si tu utilises la même technique, ça veut dire que sur le site de Meilleur-Taux, il y avait ce truc-là, ce qui est impossible. Non, je pense que c'est à mon avis, est-ce qu'ils avaient une extension où ils avaient un malware sur leur PC, du coup que la personne détectait. Et en fait, on avait des leads qui étaient clairement marqués référents. Effectivement. Et en gros, c'était le même modèle économique que les autres trucs. On payait 100 et on récupérait 200, quoi. Et ouais. Alors, je sais pas si ça se fait encore, mais à l'époque, effectivement, il y avait des logiciels que tu pouvais installer et tu as installé des barres d'extension sur les navigateurs. Et tu t'en sortais plus avec ces trucs-là. Et peut-être que cette régie-là utilisait ces trucs-là. Et donc, effectivement, il devait y avoir un truc que pour quelqu'un qui allait sur le site de Meilleur-Taux ou d'un concurrent, ça t'ouvrait une fenêtre parce qu'il avait capté. Ça, voilà, ok. Ouais, je savais pas le nom de la régie. De toute manière, parce qu'on a eu un moment, ils comprenaient pas. Ils demandent quels sont, quand tu veux faire de la promotion d'une régie, aujourd'hui, est-ce que tu vas faire du lien direct sur ton site, etc. Ouais. Pour justement qu'après, eux, ils traquent un petit peu le suivi, un petit peu aussi de la réputation, etc. Et oui, on avait eu une remontée en ce sens-là. Et voilà, on avait dit non, on achète du trafic global. Bon, maintenant, tout ça a été régulé, je pense. Après, le problème, c'est que c'est toujours été, la régie, on récupère un lead. Et après, derrière, ils revendent. Alors après, c'est vrai que si la personne vient sur Meilleur-Taux, fait un lead, il revend Meilleur-Taux, c'est vrai que du coup, en fait, eux, ils vont racheter un lead qu'ils sont censés avoir en direct.
Oui, c'est vrai. Mais du coup, après, c'était la régie d'affiliation. Donc après, dans le monde du rachat de crédit, la régie était bien contente de prendre son petit billet au passage et Et ouais, tout ouais. le monde trouvait son compte, quoi. C'était un peu du trafic détourné, mais pas de manière Oui, oui, ouais, voulue, quoi. c'était. C'est comme voilà, quand on fait du pop pour avoir du trafic, voilà, on achète du trafic sur des sites, etc. Oui, c'est ça, c'est qu'en fait, il y a toujours eu, hein, quand je faisais même les leads dans ces thématiques-là, effectivement, après, tu avais un rapport et il te donnait des stats sur les leads que j'ai envoyés, comme quoi il les avait eu aussi. Alors moi, je travaillais pas avec Meilleurtaux, mais j'ai fait de Viprox, j'ai fait Pluriel Média. Pour le rachat de crédit, je faisais Finanzen, qui est aujourd'hui toujours la meilleure plateforme d'affiliation pour revendre des leads de finance. Et dans l'assurance, j'étais passé en direct avec Companeo, directement. Le patron, Julien, il me faisait du coup des rapports des leads qu'il avait déjà reçus. Et on était quand même payé, même s'ils avaient déjà reçu le lead, parce que quand même dans le lot global de ce qu'on leur a envoyé, c'était parfaitement rentable et c'était le jeu. Voilà, le lead, je l'avais envoyé, mais je pouvais pas savoir moi, au moins, avant de faire le récap à la fin du mois, qu'il avait déjà reçu, parce qu'effectivement, s'il me donnait l'info, bah, je l'aurais donné à quelqu'un d'autre ou un truc comme ça, quoi. Donc, ouais, les régies ont toujours joué le jeu là-dessus, même s'ils avaient déjà dans leur base, ils te refacturaient derrière, mais parce qu'ils savaient que sur le global, il y en avait plein qu'ils avaient et qu'ils n'avaient pas reçu, quoi. Donc voilà, ça c'est le business de la vente de leads. Ça veut dire que vente de leads, les personnes arrivent sur un site internet, ils remplissent un formulaire de contact pour avoir un devis. Ça peut être du devis de travaux comme tu as dit, ça peut être des devis pour faire un crédit, pour faire une assurance auto, une assurance habitation. Et au contact, en fait, tu es payé. Et après, la régie derrière est en contact avec les vraies assurances, les vrais prestataires. Et si le travail est réalisé, elle prend un pourcentage qui est beaucoup plus élevé. Voilà. Voilà, donc ça, voilà, le business du lead, ça marchait à l'époque, ça marche toujours aujourd'hui. Mm. Voilà, il y a beaucoup plus d'acteurs. Après, voilà, c'est encore une thématique que je pratique dans les travaux, mais plus en mode local. Ouais. Voilà, essayer Et de. c'est quoi comme régie? Parce que je Alors sais moi, en que... mode local, maintenant, je fonctionne plus avec une régie. En fait, j'essaie de promouvoir des personnes que je connais physiquement. Voilà, je D'accord. restreins d'un point de vue local, donc il y en a pas mal qui font ça maintenant. C'est un petit peu plus chronophage, mais derrière, les billets sont un peu plus intéressants, quoi. Et ça permet toujours, voilà, d'être plus en mode expertise sur un secteur précis, sur une ville précise, pour vraiment, voilà, puis travailler avec des personnes que tu connais, c'est toujours. Après, si on veut C'est pas le se prendre mieux. la tête, c'est vrai qu'on passe par des régies. Mais c'est vrai que les régies, bah voilà, en fait, on va apporter un lead. Est-ce qu'il sera vendu, pas vendu, etc. C'est toujours le. Ouais. Il vaut mieux voilà, je pense qu'il vaut mieux se spécialiser, bah, un petit peu comme dans tout business, je pense qu'il vaut mieux se spécialiser dans un truc bien précis, soit une localisation, soit un secteur pour vraiment être bon. Bon, après, c'est mon point de vue. Après, Ah ouais, non, mais t'as raison, t'as raison. C'est que je sais que les 18 travaux, c'est assez. Il y a tellement de niches et de mots-clés liés aux travaux. Et pour se positionner, pour récupérer des leads, en fait, il faut créer des sites sur un mot-clé suivi d'une ville. Donc, il y a moyen de faire récupérer pas mal de trafic. Je sais qu'il y a pas mal de SEO qui font ça, mais je sais qu'il y a un problème également pour la revente de leads. Il y a deux, trois acteurs. Parce que derrière, les artisans, les bons artisans, entre guillemets, sont toujours full, en fait. Et ils n'ont pas forcément besoin aujourd'hui, de ouais, c'est plus ça de aussi leads. le problème. Donc voilà pour mon petit passage avec Franck. Puis après, on s'est séparés. Donc voilà, on a vendu. On a gardé ce qu'on pouvait garder, puis après on avait revendu notre site, voilà, notre site score.fr. Du coup, on avait revendu par l'intermédiaire du coup de Fabien, qui nous avait trouvé un acheteur pour le domaine, donc on l'a vendu une somme intéressante. Et ça nous a permis voilà, de chacun de repartir sur nos activités respectives. Donc voilà, c'était plutôt une bonne expérience, et voilà, c'est quelqu'un qui m'a beaucoup fait aussi progresser d'un point de vue SEO. Et voilà, j'apporte aussi ma compétence technique, donc ce qui fait que bah, voilà, aujourd'hui j'ai vraiment la double casquette Ouais, ouais, SEO, plus SEO de Tech. développement, ouais. Ce qui est relativement intéressant, je pense, pour pas mal de personnes, parce que du coup, le SEO, voilà, il peut avoir ses limites techniques. C'est l'avantage de quelqu'un qui maîtrise, on va dire, les deux sujets jusqu'à un certain niveau. Alors, je prétends pas être un expert SEO, parce qu'après, il y a des thématiques qui sont ultra concurrentielles et que je pourrais pas forcément y Oui, mais aller. tu es déjà beaucoup plus Ouais. expert que Mais plein voilà, de... sur des choses de base qui se font sur, on va dire, une grande majorité des sites, voilà, c'est des choses qu'on va appliquer et ce qu'on voit pas toujours, même aujourd'hui, quoi. Hmm. Et après, comme on a discuté à midi, un développeur, ça reste un développeur. Oui, c'est Un sûr. SEO, ça reste un SEO. Même si je pense que voilà, il y a le développeur qui fait vraiment du pur développement, ok, mais quelqu'un qui fait du développement plus orienté web, il doit quand même être sensibilisé à. Ben, après, voilà, un développeur qui fait du web, il n'a pas que le sujet du SEO, il y a le sujet aujourd'hui de l'éco-responsabilité, les RSE, l'accessibilité, RGPD, etc., performance. Mais il doit aussi avoir un petit peu une notion de SEO, voilà, bien construire sa page, un titre, une description, un machin,
un balisage. Aujourd'hui, pas plus tard que début d'année ou l'année dernière, il y a des sites qui sortent où des gens, il n'y a pas de H1 sur la page d'accueil. Voilà, aujourd'hui, c'est pour ça que voilà, il y a encore je pense, un petit manque d'éducation. Et est-ce que l'IA remplacera tout cela? Voilà, si on lui dit juste fais-moi le site, est-ce qu'il va respecter le balisage H1, H2? Est-ce qu'en sidebar il va mettre du balisage? Je pense que oui, hein. Je pense que oui, un natif. Après, comme je te disais. Après, il y a toujours les SEO qui vont s'y avoir après, comme on discutait, il n'y a pas une seule règle. Peut-être que Ouais. les SEO va dire moi, tu me balises pas ça, là, tu mets ça. Oui, oui. Après, on parle aussi de JSON LD pour tout ce qui est LLM, etc. Est-ce que l'IA va le. Est-ce qu'au premier abord. Non, l'IA, elle va pas va intégrer le le mettre. JSON LD, mais effectivement. Par contre, tu peux lui demander en lui disant voilà, tu peux avoir une première couche, tu dis voilà, aujourd'hui, j'ai vu une conférence où à partir d'une maquette, je pense que c'est pas encore hyper parfait, mais je pense que dans l'année, on pourra facilement intégrer à partir d'une maquette sous Figma, on pourra intégrer le site, que ce soit sur un WordPress ou pas WordPress, bon ça après c'est toujours l'éternel débat, quelque chose de très représentatif, il fera une première couche, et après derrière on peut avoir très bien une autre commande sur Claude pour dire voilà, analyse la page, vérifie que respecte les bonnes pratiques SEO, et après là on peut lui mettre les règles, voilà, le balisage, le JSON LD, mais après c'est toi qui vas derrière construire cette commande. Oui, il faut que tu saches déjà que s'il faut ajouter un JSON, il faut que tu lui dises. Et je pense qu'il ne va pas tout faire d'un coup parce que c'est aussi une grosse consommation de tokens. Et les IA, leur but aussi, c'est également faire un petit peu un aller-retour pour voir déjà le travail qu'elles ont fait. Est-ce que déjà ça te convient ou pas? Et si ça te convient, après c'est à toi de dire continue à optimiser. Est-ce que tu vois d'autres choses à optimiser? Parce que sinon, si elle a fait tout le travail de A à Z et finalement ça ne correspond pas à ce que tu veux ou qu'elle a fait des choses inutiles, c'est des tokens de perdu et après il faut que tu attendes une semaine. Pour ceux qui voient de quoi je parle. Voilà, ça m'arrive il n'y a pas plus tard qu'il y a 3 jours où je devais attendre minuit que ça renouvelle, etc. Donc on parle de Claude Code qui est le leader pour coder, pour créer des sites d'Anthropic, sauf que il y a des forfaits. Et le forfait, donc il y a des forfaits limités par jour et limités par semaine. Et à chaque fois, je sais pas toi, mais il manque toujours 1 ou 2 jours à la fin de la semaine. Non, mais voilà, après je pense que c'est des outils qu'on doit utiliser pour revenir sur l'aspect SEO. Je pense que c'est ce que moi je fais au quotidien avec mon agence. Donc voilà, on travaille, on essaie de délivrer des sites internet, essayer d'avoir vraiment quelque chose de ce qui se différencie un petit peu, on va dire, des agences. Voilà, il y a des agences qui font très bien leur boulot, il y a des agences qui promettent on optimise les SEO, etc. Mais ça reste, on va dire, très, très sommaire. Et le but pour se démarquer, notamment par rapport à l'IA, parce que voilà, aujourd'hui, faire un site, faire du code, etc., ça va être de plus en plus rapide. Donc derrière, techniquement, on pourra plus vendre le même prix. On en discutait avec Kovan. À un moment donné, on pourra plus être quelque chose qu'on faisait avant 5 jours, qu'on fait peut-être plus qu'en 1 ou 2 jours. Peut-être qu'au début, on pourra le facturer les 5 jours, 4 jours et demi. Mais à un moment donné, comme il y aura tellement d'acteurs sur le marché, on sera obligé de réduire un petit peu le TJM. Même si la valeur, ça reste la même. Mais à un moment donné, ce qu'on fait en 1 ou 2 jours, c'est lié à ton temps aussi un petit peu. On pourra plus, si c'est pas nous qui le faisons, on pourra pas, bien sûr, on facturera peut-être pas 2 jours parce qu'on a quand même la compétence, derrière il y aura des coûts, etc. Mais derrière, ça peut aussi libérer, on va dire, peut-être le client, s'il avait le budget pour 5 jours, on pourra peut-être libérer du budget pour ce client pour justement essayer d'aller plus loin. Maintenant, on va peut-être plus être des product, un peu des product owners, quoi, en fait, mais avec un profil tech, SEO, donc ce qui fait qu'on aura une valeur, je pense, un petit peu supérieur à un développeur junior, etc. Et il faudra prendre un petit peu de recul et s'élever un peu pour justement pas faire que du dev. Parce qu'aujourd'hui, avec Claude, Claude va faire le dev mieux que nous. Donc il va falloir trouver quelque chose en plus pour reprendre toujours un train d'avance. C'est un petit peu, je prends le parallèle par rapport au SEO. Ce que dit souvent Paul, c'est que dans le SEO, tu as toujours quelqu'un qui va faire un truc, puis après, tu as toujours ceux qui vont venir sniffer, entre guillemets, récupérer. Sauf que lui, il aura toujours un train d'avance. Et là, c'est pareil, il faut toujours avoir un train d'avance pour avancer. L'IA, aujourd'hui, oui, ça fait peur pour beaucoup de gens, que ce soit pour le dev, mais plein d'autres thématiques. Ça fait plein de choses pour nous. Et du coup, il faut savoir prendre un peu de recul, s'en servir. Il faut s'appuyer sur l'IA pour aller plus vite. Mais derrière, comme c'est nous qui pilotons l'IA, en fait, c'est nous qui allons dire, voilà, on parlait de l'histoire du JSON. Si tu ne le dis pas à l'IA, il ne va pas le faire. Par contre, si toi, tu dis, voilà, optimise-moi les pages, sur les pages business, tu m'ajoutes un local business en bas pour être présent sur l'IM, comme tu disais, si tu le dis pas, l'IA, il va pas le faire. Pour l'instant, il le fera pas. Peut-être qu'il le fera plus tard. Oui, après, je suis pas sûr à 100%. Peut-être qu'il le fait, mais Mais si personne ne le dit sur Internet, il va peut-être pas le. Il va oui, pas c'est la ça. compétence. C'est effectivement les plus gros sites qui listent des entreprises, Page Jaune, Mappy, mes travaux, etc. Ils ont tous du balisage JSON LD. Mais effectivement,
Si tu lui demandes de créer un site, je pense qu'au niveau de la structure, H1, H2, H3 et tout ça, je pense qu'il n'y a pas de souci. Par défaut, tu n'as pas besoin de lui dire, il va le faire. Mais JSON LD, non, effectivement, il faut Alors, que il va faut faire que tu un l'ajoutes. H1, mais il Il va peut pas le faire faire un déjà H1 parce optimisé. que, déjà par rapport à une chose, c'est que ce qui fait une différence au niveau des indexations et au niveau du boost des maps, etc., c'est d'avoir un JSON LD avec toutes les coordonnées de ton entreprise, tes horaires, etc. Et à partir du moment où tu demandes à Elia, ça, elle n'en sait rien de qui tu es exactement si tu lui as pas dit dès le départ. Donc il n'y a aucune chance qu'elle te, qu'elle te sorte ton JSON LD avec ton numéro de téléphone, ton adresse, etc. si tu lui as pas dit. Par contre, si tu lui dis optimise-moi mon site et voilà ici mes adresses ou ma Google Maps, peut-être qu'elle va te dire, oui, effectivement, pour l'optimiser, il faut un JSON LD, je te crée le JSON LD entreprise. Effectivement, tu listes une liste d'entreprises. Alors, je sais pas les dernières versions, mais en tout cas, tous les sites que j'ai dans le local, que j'ai refait, que j'utilisais avant avec WordPress, tout refait avec Claude, il listait les entreprises, mais il n'y avait pas de JSON LD de listing d'entreprises. Je lui ai dit, maintenant qu'il y a les listings des entreprises, tu crées les JSON LD. Et voilà, et après, elle te dit juste, OK, par contre, il manque les prix et il manque les photos, mais c'est des choses qui sont optionnelles. Pour qu'un JSON soit valide, tu n'es pas obligé de remplir tous les champs. Les prix, les photos, tu as des champs qui sont obligatoires, mais tu en as qui ne sont pas obligatoires, donc voilà. Donc effectivement, ouais, si tu lui dis pas, si elle n'a pas le nom des entreprises, elle le fait pas. Donc voilà, après il faut savoir en tant qu'expert SEO que c'est des choses qui s'optimisent et qu'il faut le savoir, il faut le dire. Donc donc ce qu'on peut dire, c'est que l'IA aujourd'hui, l'IA elle remplace les tâches, mais en gros derrière c'est toi qui construis des solutions, quoi. C'est derrière tu lui délègues le fait de faire un site sur une technologie qui est hors WordPress, mais derrière tu vas aussi lui dire optimise les pages avec les solutions techniques pour le SEO, etc. Donc, tu as quand même ton expertise, mais quelqu'un qui n'est pas forcément expert là-dedans, qui ne maîtrise pas, en fait, il va juste s'arrêter à la première étape, quoi. C'est vrai qu'avec cette IA, j'ai l'impression d'avoir des super pouvoirs où toi, justement, t'aider ces grands noms du SEO dans la capacité technique, parce que les SEO avaient les idées, avaient les affiliations, etc. Mais il leur manquait ces compétences techniques. Et toi, tu étais là derrière pour leur donner le bon chemin. Parce que souvent, le problème quand tu fais du développement, c'est que tu sais pas trop où tu vas. Des fois, tu fais appel à un prestataire développeur qui part sur un chemin et une fois que tu arrives à 80%, tu vois que la techno, elle est pas bonne, que la base de données, elle suit pas du tout. Et toi, justement, tu as toute cette expérience-là, à la fois monétisation, SEO, et les SEO, du coup, venaient te voir pour faire ce développement et surtout faire des développements spécifiques sur WordPress. Parce que faire du développement de base en PHP, des petits scripts, voilà, tout le monde peut le faire. Mais après, développer un plugin WordPress, modifier des choses dans le WordPress, voilà, quand t'es pas quand même à un niveau assez élevé, la structure des bases de données, elle est un peu spéciale. Il n'y a aucune norme de relationnel qui est respectée. Après, c'est WordPress. Qui est très long. Après, forcément, avec l'IA, ça va réduire une partie des demandes sur des profils à la SEO qui peuvent faire des choses eux-mêmes. Après, moi qui travaille beaucoup dans le milieu industriel, on en est encore très loin, très 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 loin. Claude, ils connaissent pas dans le milieu industriel. Oui. Ils connaissent déjà à peine ChatGPT. Après, il y a aussi des problèmes de confidentialité, etc. Après, oui, ça va réduire une partie du marché. Après, WordPress, aujourd'hui, moi qui travaille essentiellement sur WordPress, ça peut être... je pense que l'IA aujourd'hui, et en plus là avec la nouvelle version 7.0, ils intègrent l'IA sous deux manières. De manière sur l'interface, via les API pour justement faire des commandes. On peut imaginer quelqu'un qui gère son site va me créer un utilisateur, crée-moi un produit. Donc, ils ont créé aussi au niveau de l'interface. Et ils ont également sorti là récemment un agent pour ligne de commande, etc. en mode Webecli. Donc, Webecli qui est au petit parallèle, je pense, qui est largement sous-coté et sous-utilisé sur WordPress. Toi, tu l'as beaucoup utilisé? J'utilise beaucoup et j'utilise encore beaucoup au quotidien parce que du coup, nous, on gère plus de 150 sites en maintenance client. Et du coup, tout ce qui est maintenance de site, etc., préventive, etc., en fait, les requêtes Webecli, ça te permet de mettre à jour, de faire des sauvegardes, d'avoir des informations, etc. Et ça t'évite d'aller sur l'interface. Donc c'est comme on a un profil plus tech, ça permet, entre guillemets, d'industrialiser la supervision d'un parc, etc. J'utilise aussi MinWP, qui existe depuis très longtemps. C'est MenWP. Ouais, MenWP. C'est ça, c'est la même chose. MenWP qui était avant, aussi, qui était vraiment avant un truc plus orienté en mode pour les SEO, etc., pour gérer les réseaux, etc. Donc j'utilise toujours aussi sur des parties. J'utilise aussi pour des besoins clients un autre outil français justement parce qu'il propose un service en plus pour du reporting.
Donc, ce qui permet de faire des reporting à des clients, etc. Avec beaucoup d'infos, etc. Et ouais, le WP C'est quoi l'outil qui fait les L'outil, c'est reporting? WP Umbrella. Ouais, C'est un ok. outil français, donc qui est plutôt bien. C'est un petit peu comme un MNWP, donc c'est un outil payant, mais par contre, voilà, le prix, je crois que c'est dérisoire, c'est peut-être 2 euros par mois par site. Mais Mhm. par contre, ça fait une vraie supervision. Tu as une notion aussi de système de sauvegarde de base de données. Et pour certaines typologies de clients, si on ne veut pas se prendre la tête, et notamment la grosse force, c'est aussi qu'il fait un rapport en marque blanche avec les actions, les mises à jour, etc. Donc voilà, pour des Oui, ça clients, ça permet peut de être. vendre parce qu'effectivement, Voilà, c'est il y a un gros. Enfin, WordPress, c'est utilisé, on en a parlé, par 43% du web, ouais, c'est ça? Ou 43% 49, du ouais. web, ouais, ce qui est Du coup, bah, il y a énormément d'agences qui facturent, comme toi, en fait, hein, ouais, de de la la maintenance. maintenance, etc. Donc, il faut justifier les mises à jour, etc. Mais effectivement, avoir un outil qui te centralise Voilà, tous donc les soit un outil sites. voilà, WP Umbrella, soit sinon bah, voilà, passer par de l'industrialisation si tu veux internaliser via des commandes WP CLI, etc. Donc c'est vraiment des choses aujourd'hui qui sont importantes d'être mises en place. Et après, bah, voilà, par rapport aujourd'hui, le fait de, comme tu as beaucoup d'acteurs, il faut toujours essayer de proposer quelque chose de plus pour ces personnes, justement pour te différencier de la concurrence, quoi. C'est ça qui est important aujourd'hui, quoi. Ok. Donc c'est là aussi l'avantage d'avoir la double casquette un petit peu SEO dev, où tu peux toujours avoir un regard market sur les projets, leur proposer voilà, sur des sites vitrines, voilà, des clients qui n'ont pas forcément un budget tout de suite pour du SEO, ben, tu peux leur proposer ce que je discutais avec Cohen, etc. C'est leur proposer voilà, une petite heure par mois sur ton site, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut améliorer, etc. Voilà, c'est pour faire une première étape. Quoi. Et avoir une plus-value par rapport à un simple dev qui va juste faire une mise à jour. Quoi. Oui, c'est Le ça. site internet, C'est que tu as l'expérience sur l'affiliation, la monétisation et le business des sites. Et du coup, bah, toi, de toi-même, c'est vrai que des fois, enfin souvent, tu as le client, il a un besoin, mais il sait même pas son besoin, il sait même pas les features, il sait même pas les options. Du coup, il va aller voir un développeur qui n'a pas de notion là-dessus, bah, il sait développer, il est très bon, mais il va faire les choses pas bêtement, parce que c'est pas le cas de le dire, mais il comprend pas l'objectif final, alors que Mm. toi, quelqu'un qui vient te voir, tu vas lui dire non, non, mais en fait, ce que tu me dis, c'est pas bon. Ce chemin, il est pas bon. Il faut mieux partir sur ce chemin parce que X, Y, Z. Et après, du coup, tu pourras faire ça. Ce qui est important aussi, c'est voilà, même pour voilà, les business d'édition, c'est quand tu lances ton. Je prends l'exemple fois des devis travaux, tu fais ton site. Est-ce que mon site il est positionné? Est-ce qu'il a du trafic? Ok, ça c'est pour moi c'est une métrique, mais c'est pas une métrique qui est relativement intéressante. Ce qui m'intéresse, c'est combien mon site va générer de leads et combien il va me rapporter. Le client, quand tu lui fais un site, c'est quelle est la finalité de ton site? Mhm. C'est en général, c'est je veux du contact, je veux du Mhm. lead, je veux du business. Donc, c'est aussi de mettre en place des dashboards, des reporting pour que les clients, voilà, ils disent, OK, j'ai un site, ça me coûte tant, qu'est-ce que ça me rapporte derrière? Et on me dire, ah super, je suis positionné deuxième sur ce mot-clé, mais par contre, j'ai pas de demande. Ben, est-ce que le client il est content de positionner deuxième et pas avoir de demande? Tu vois, je pense que c'est voilà, c'est toujours essayer de prendre un train d'avance pour aller plus vite. Et justement, bah, après, avec l'IA, voilà, toutes les étapes intermédiaires aujourd'hui, on peut les automatiser, quoi. Enfin, il faut les automatiser, quoi. Là, on est au niveau hébergeur, tu es chez qui? Parce qu'en ce moment, Hébergeur, on en parle c'est. beaucoup, là, avec l'augmentation des prix, des machins. Alors, moi, les hébergeurs, bah, avec l'agence avec qui je travaille, eux, ils ont leur propre. Ils ont un service un petit peu comme OVH, mais en mode en plus petit comité. Donc, ils ont un VPS. Donc, pareil, bah, voilà, nous, ce qu'on demande, c'est quand on n'a pas le choix, par contre, on impose nos critères techniques. Donc, qu'est-ce qu'on veut comme stack technique dessus? Justement, on parlait de VPCLI, donc forcément, il faut un accès SSH pour déployer des sites, etc. Donc, voilà, on peut industrialiser. Nous, voilà, tout est sur GitHub, c'est-à-dire qu'en gros, on versionne les projets, etc. On fait les requêtes WebCli, etc. justement pour gagner du temps. Et après en hébergement, moi je suis un petit peu, voilà, je fais un petit peu de switch pour mes sites. Après, sinon, moi j'ai une petite préférence pour Infomaniac, pour les Mhm. mutualiser ou même Je les connais serveurs pas du managés. tout. Ça fonctionne très bien. Et après, sinon, moi sur le serveur, j'ai que du VPS OVH. Mhm. Que du OVH, et puis j'ai un petit VPS Ionos suite à voilà, que tu nous avais indiqué que c'était relativement intéressant Ouais, parce que j'utilisais aussi Plesk presque. Et sur du coup, une, t'en es content? très content. Ouais, Après, franchement. comme je dis, sur les hébergeurs, en fait, il y aura deux problèmes. Si tu as un VPS, déjà, tu maîtrises un petit peu ton Ouais. environnement. Faut que je vois que tu sois Et un après, petit peu. c'est comme tous les sites, en fait. C'est un petit peu quand on parlait de WordPress, sécurité, performance, etc. C'est quand tu déploies un WordPress. Moi, je travaille que sur WordPress, voilà, sur les sites des clients, etc. Parce que du coup, c'est open source, parce que des fois, c'est une demande. L'autre besoin, c'est que derrière, en fait, l'agence, elle se sent pas prisonnière, entre guillemets. C'est-à-dire qu'en gros, si demain, elle va à notre prestataire, elle trouve un autre prestataire sur WordPress. Ouais. Donc, elle a moins ce sentiment de attends, il va me bloquer un petit peu comme les. Voilà, il y a des gens qui vendent des sites, bon, bah, c'est type local, page jaune, etc. C'est un abonnement. Demain, tu coupes l'abonnement, il n'y a plus de site. Ouais, il n'y a plus de site, ils veulent pas te donner le nom de domaine. Ben, on en parlait avec Voilà. podcast avec WP Marmite aussi.
Et puis il y en a même, c'est encore plus vicieux, c'est qu'ils te revendent ton contrat à des sociétés de financement de crédit qui n'ont rien à voir. Et t'es bloqué pendant 2 ans à payer 2-3 ans, ouais, c'est un 100 peu euros par mois pour rien. très bon. Voilà. Et par contre, ils sont très bons d'un point de vue commercial, forcément. Après, Ah ouais, c'est... donc sur revenir d'hébergement, c'est que derrière, voilà, sur un serveur, après, ce qui compte, c'est comment tu vas l'installer, comment tu vas le configurer, etc. Voilà, le point de départ, il est déjà là. Si tu prends un serveur et que tu le configures mal ou que tu l'optimises mal, bah forcément, il va y avoir des problèmes. Puis après, les sites que tu vas mettre dessus. Si tu vas mettre un WordPress, nous, tous les WordPress qu'on développe, je veux dire, ça fait des années, on a une stack qui est quasiment identique sur tous les sites. On parle de piratage, plugin de sécurité, etc. Moi, de mon expérience, sur tous les sites clients, la sécurité, on met très peu de choses. On est sur du basique, on va être sur un changement d'URL du back-office, peut-être une double authentification. On restera au maximum les droits d'administrateur. C'est-à-dire qu'en gros, les seuls droits d'administrateur, c'est il y a un compte chez nous. Le client, s'il n'a pas besoin d'être administrateur, on ne met pas administrateur. On ne va pas mettre des droits en plus sans maîtriser ce qu'il va faire derrière. Parce que du coup, derrière, on n'est pas à l'abri qu'il se fasse pirater. Donc, petite anecdote, voilà, moi j'ai 2 clients. Un client qui bossait dans la chirurgie esthétique, il s'est fait pirater par son mot de passe. À l'époque, il n'y avait pas le fait de demander un mot de passe très explicite. Au bout de 2 tentatives, il s'est fait hacker. Et j'ai une personne, bon, je ne citerai pas son nom, qui bossait dans une thématique concurrentielle. Il a travaillé sur un projet, il a mis beaucoup, beaucoup d'argent. Il a lancé son site. Au bout de 24 heures, son site il était hacké. Non pas parce qu'il y avait des mauvais plugins, mais en analysant les logs, Le mot de passe, ouais. 2 tentatives, le mot de passe, je suis allé voir, j'ai dit c'était quoi ton mot de passe? C'était son pseudo avec un chiffre en plus. Ouais, c'est la base. Bon, maintenant, WordPress, il t'autorise plus ce genre de truc. T'es Voilà, obligé justement, il ne d'avoir l'autorise plus, donc voilà, sur cet aspect-là. Et après, voilà, c'est ce qui est important, c'est que nous, pour éviter faire des maintenances, on va dire, avoir chaque fois plein de stacks différentes, en fait, on reste sur des plugins qui sont standards, qui sont maintenus, qui ont une popularité. Voilà, les formats de contact, on utilise Gravity Form, on utilise ACF Pro, on utilise voilà, 2-3 plugins comme ça standard. Et après, tous nos thèmes, c'est des thèmes custom. Voilà, les hacks dans les WordPress, en général, c'est j'installe un thème Forest Mhm. quand je l'achète. Mhm. Parce qu'en général, comme je suis un SEO, On est tous passés par là. quand je suis un SEO, en général, j'ai un petit peu du mal à sortir ma carte bancaire. Donc, je vais chercher une version NULED. Je l'installe et sachant que cette version, légèrement, elle est vérolée ou elle est plus mise à jour. Ouais. Donc, ce qui fait que derrière, tous les sites sur lesquels je suis intervenu, que ce soit pour des gros SEO ou d'autres personnes dans des thématiques, en général, c'est parce que, c'est des plugins qui ont pignon sur rue, qui sont pas maintenus, etc. 2, c'est des thèmes Forest. Et en fait, la stack, elle est pas. Et puis le site n'est pas mis à jour. Donc à un moment donné, en fait, c'est WordPress de base, c'est très sécurisé, c'est performant. Ce qui est pas sécurisé, c'est tout ce qu'on vient greffer par-dessus, quoi. Sur la stack qu'on a, nous, on n'a pas de problème sur les clients. Voilà, parce que derrière, on utilise vraiment une stack qui est standardisée, qui est maintenue. Et derrière, si jamais un jour on a un problème sur un plugin, comme tous les autres sites ont la même logique, on est capable d'anticiper les problématiques. Donc c'est ça qui est important d'avoir une bonne stack de départ d'un point de vue sécurité. Et après, WebPerf, c'est toujours pareil. La WebPerf de base, c'est OK. Après, il y a des plugins qui sont beaucoup plus gourmands que d'autres. Après, quand tu arrives à une certaine volumétrie, ça demande aussi un petit peu de fine-tuning, c'est obligé d'intervenir. Et après, c'est tout ce qui est développement annexe. Forcément, avec un audit de web performance, tu peux dire OK, le site il est lent, mais le problème, ça tombe, il peut venir d'un développement en interne. Tu as peut-être une requête qui va peut-être prendre 3 secondes dans la base de données. Le SEO, il va pas le voir, ça. Il va dire OK, le site il est pas bon. Si t'es pas technique, tu pourras pas corriger le problème, quoi, en fait. Donc voilà, sur du VPS, OVH, voilà, moi j'ai pas trop de problèmes. Après, je vois souvent des personnes quand ils ont des problèmes, on va faire un petit tweet, on va critiquer la marque, etc. Moi, OVH, quand j'ai un problème, je prends un petit coup de fil. J'ai déjà eu des domaines qui fonctionnaient plus parce que j'avais pas renouvelé à temps. Lundi matin, j'appelle, c'est réglé dans la foulée. Les VPS, pareil, maintenant avec Twitter, ils sont vachement réactifs en interne. Moi, j'ai jamais eu trop de suivi. Après, LVPS, c'est toujours pareil, c'est moi qui administre. Sur les hébergeurs, on entend beaucoup critiquer sur O2 Switch, etc. Ouais, ça reste quand même des prix comparés à tous les Voilà, autres. à un moment donné, on veut un service professionnel de qualité, mais Et pour pas un cher. prix pas cher. Voilà, c'est comme là maintenant, c'est comme tout. C'est un petit peu le parallèle par rapport à des e-commerce. Aujourd'hui, moi, les gens qui font un e-commerce, si le business il est important, tu prends un vrai infogérant dont c'est le métier. Sachant que je pense qu'il y a pas mal même de prestataires freelance, etc. C'est qui gèrent peut-être ces business-là, mais derrière, ils n'ont même pas de couverture, de responsabilité, d'assurance pour se couvrir en cas de problème, quoi. Ouais.
maintenance et puis web performance, voilà, je pense que ce qui cause aujourd'hui des problèmes, c'est un petit peu celui qui développe derrière, ou peut-être, alors soit celui qui développe, soit celui qui va sur le site, qui va installer un plugin, etc. Parce que en général, l'avantage de WordPress, c'est que c'est open source, t'as beaucoup d'extensions. Bah, les gens ils disent ah, tiens, je vais ajouter telle fonctionnalité, ils vont dans le répertoire, ok, c'est bien, je l'active, boum, je mets toutes les options, je fais tout, puis après je me fais pas de. Puis installer des plugins, c'est pas parce que vous le supprimez qu'il y a tout qui est supprimé. Hein. Ah L'étape bah, en que le général, plugin il reste a créé dans la base de données, elle reste. Hein. Généralement, ça Voilà, reste. mais ça, en Les général, fichiers qui ont été créés, ils peuvent rester aussi. c'est ce qu'on fait de temps en temps là, sur des un petit peu des audits web perf, sur des optimisations de sites, etc. C'est que c'est un petit peu comme quand tu fais un audit de perf d'un point de vue SEO, tu vas avoir les données. Alors, ceux qui vont regarder PageSpeed, aujourd'hui, faire un 100% de PageSpeed, je vais pas dire que c'est facile, mais tu peux le truquer. Moi, j'ai déjà vu 2-3 personnes qui ont fait des études. Ah, j'ai 100, super. Tu vas sur PageSpeed, première page, elle est toute blanche. Bah oui, parce qu'en fait, ils activent, je sais plus si c'est un plugin qui fait ça, t'activais les images et les JS dès que tu bougeais un peu ta souris qu'il y avait un mouvement. Donc forcément, quand tu affiches une page brute sans loot de ressources, c'est sûr que tu as 100, enfin tu as 99 si le serveur il est bon. Et après, tu charges les images derrière, donc c'est un petit peu truqué, quoi. Ouais. Quand tu creuses un peu, voilà, il faut plutôt analyser les domaines, ce qu'ils appellent les CRUX, enfin les CRUX. Ouais. Voilà, il faut creuser un peu plus. Après, quand tu as des problèmes de perf, bah, est-ce que ça vient du serveur? Est-ce que ça vient des requêtes lentes, etc. Donc c'est. Ouais, mais après, c'est un boulot énorme, la performance sur quand tu as plein de sites internet, parce que tu passes du temps à faire des allers-retours, aller dans le Ça peut être cambouis. très long parce qu'après, tu peux avoir aussi, voilà, quand tu as des médias, etc., tu peux avoir des appels extérieurs. Tu vois, ça peut Ah oui, être. qui te pète tout. Ouais. Et après, c'est toujours pareil. On veut toujours avoir la course au 100-100 du page speed, mais derrière, est-ce que c'est réellement important que la personne ait les 100-100, quoi? Non, bah, Est-ce que l'énergie que tu vas dépenser, voilà, moi j'ai déjà vu des SEO, ils me faisaient des recos, est-ce que tu peux changer ça? Je dis ok, pas de problème, je dis ça va me prendre une demi-journée, quoi, pour faire ça. Je dis t'as pas eu le temps sur ces demi-journées d'aller acheter 2-3 BL, sachant qu'en plus c'est juste pour augmenter de quelques points, quoi, derrière. Ouais, c'est ça. Voilà, je pense qu'après des fois il faut savoir aussi relativiser sur le score et pas être toujours à la course à celui qui a le meilleur score, quoi. Sachant que ce score PageSpeed, il vaut ce qu'il vaut aujourd'hui. Il y a des sites voilà, qui rankent très bien, qui sont bien positionnés et qui n'ont pas 500. Ouais, après, il faut quand même que le site soit rapide. Voilà. Ça, il faut que le site soit rapide parce que voilà, tu peux ranker, mais si derrière ton site il rank et que ton site, oui, il faut que le visiteur il puisse arriver sur ton site et il puisse. Ouais, bah c'est bien, ouais. Et là, du coup, donc on a parlé un petit peu de ton passé, un peu du présent, et là, du coup, tu es sur quoi? Et tu as des projets futurs, des Voilà, choses? bah là, du coup, là, je vais. Donc là, du coup, je reprends 100% du coup mon activité sur le web. Donc, du coup, voilà, par rapport à l'IA, bah, du coup, c'est toujours délivrer entre guillemets plus vite. Et c'est voilà, d'apporter un petit peu plus encore de la valeur ajoutée sur tous les contrats qu'on a actuellement en maintenance. Donc, tu vois, avant ce que disait. Voilà, je reprends toujours l'exemple de Kovan, voilà, qui m'a pas mal conseillé voilà, sur un rachat passé d'un portefeuille client et qui me dit voilà, vaut mieux déjà aussi travailler son portefeuille actuel plutôt que d'aller toujours aller rechercher des nouveaux clients, quoi. Si aujourd'hui tu as déjà une base client et ces clients-là, en fait, c'est ok, aujourd'hui je leur vends quelque chose. Est-ce que vous avez besoin d'évolution? Est-ce que vous avez besoin voilà, il y en a qui veulent toujours, est-ce que vous avez des nouveaux projets, etc. Il faut d'abord se concentrer sur une part en tant que prestation de service, se travailler sur ce que tu as actuellement, qu'est-ce que tu peux travailler plus. C'est les clients, entre guillemets, les plus faciles à avoir. Bah, c'est Seth Godin, un gros marketeur américain, qui disait alors je sais plus, je dis très mal la citation, mais c'est beaucoup plus facile de vendre des choses à des clients actuels, à la fois en niveau facilité, énergie, rentabilité à tous les niveaux, que d'aller toujours essayer de récupérer des nouveaux clients et de leur vendre quelque chose. Et du coup, il avait coaché pas mal d'entreprises où il avait mis ça en place en disant non mais arrêtez votre prospection, arrêtez tous vos trucs là, ça vous coûte ça vous coûte tel salarié, etc. Maintenant, ces gens-là, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont appeler vos clients actuels, vous allez les écouter, écouter leurs besoins et regarder si vous faites du SEO, est-ce que vous pouvez pas leur vendre quelque chose peut-être spécialisé dans le local, dans les ads, ou peut-être se former sur voilà. Je dis des bêtises, mais effectivement, c'est un très bon conseil de Yann. Donc parce voilà, sur cette partie-là. Et puis après, voilà, essayer aussi de travailler sur la partie, voilà, toujours dans le fait de l'optimisation des sites. Voilà, essayer de faire un petit peu une offre en mode, voilà, plus sur des sites qui ne sont pas optimisés, alors soit d'un point de vue SEO, soit d'un point de vue web performance. Voilà, leur proposer un mini audit rapidement. Parce qu'aujourd'hui, avec clients, on peut faire vraiment beaucoup de choses. Voilà, se coupler à des outils comme toi, ce que je m'en suis servi récemment sur Alloscan pour analyser un client. Voilà, on a des problématiques techniques,
on a est-ce que le site est positionné, etc. Et proposer quelque chose, voilà, des quick fix rapidement sur le site pour déjà corriger des éléments. Parce qu'en général, les gens, ils ont un site internet, ils vont dire, bah, mon site ne marche pas, je vais faire une refonte. Alors peut-être, au lieu de faire une refonte, peut-être déjà corrigeons peut-être des problèmes au lieu de faire une refonte. Plutôt que de mettre un gros budget pour une refonte, des fois avec un petit correctif, une petite optimisation du site actuel, et ben en fait le client ça débloque. Et c'est souvent le cas sur beaucoup de sites, quoi. C'est les agences, ils veulent vendre des refontes parce que c'est intéressant, mais à un moment il faut aussi regarder quel est le réel besoin du client, quoi. Et c'est ça, c'est toujours, je reprends toujours l'exemple de Kovan ou Émilie Lebrun qui était à l'événement avec Kovan, qui disait voilà, ce qui est important, c'est quel est le besoin. On répond aux besoins du client, on va pas essayer de lui dire autre chose, quoi. C'est ton besoin, c'est ça. Ok, ton site il marche pas, je vais te proposer la meilleure solution. Voilà, c'est voilà de travailler dans cet aspect, voilà, de toujours un petit peu en mode voilà la double casquette dev SEO. C'est en général les sites s'ils fonctionnent pas, c'est est-ce qu'ils ont un problème technique, est-ce qu'ils ont un problème de SEO, donc c'est pouvoir intervenir sur ces éléments-là, quoi, pouvoir voilà apporter l'expertise en développement sur des problématiques soit techniques, soit SEO, quoi. Parce que voilà ce que j'ai aussi fait avec des agences SEO où il y avait des consultants, et il fallait les consultants, c'est simple, ils font leur audit, ils veulent mettre des choses en place, bah voilà, j'ai pas de JSON LD sur le site, est-ce qu'on peut en mettre un? Le balisage n'est pas bon parce que techniquement ça a mal été développé. J'ai développé un nouveau blog sur Gutenberg, mais c'est pas le bon balisage. Voilà, c'est apporter le travail aussi voilà, sur ce que je fais avec certains SEO, c'est qu'eux, ils ont l'expertise technique SEO, ils n'ont pas la compétence technique d'aller dans le code. Ok, ils pourraient le faire avec l'IA, mais c'est toujours pareil, ils ne maîtrisent pas. Après, derrière, quel va être le risque qui va corriger? Est-ce qu'il va pouvoir monter le site en local, etc. Avec l'IA, oui, tu peux le faire, mais est-ce que du coup, il faudrait le former? Et est-ce qu'il a réellement envie de faire ça? C'est toujours pareil. Des fois, il vaut mieux être expert dans son domaine et puis s'appuyer. Voilà, ce que je fais souvent, c'est s'appuyer aussi sur des personnes. Voilà, moi, je m'appuie sur des personnes. Voilà, pour le coaching, je m'appuie sur Kovan. Pour du dev, je fais aussi du dev WordPress, Lève Laravel. Il y a quelques ans en arrière, j'ai suivi une formation avec Benoît Chevillot. Parce que c'était l'expertise. Oui, et en fait, aussi. J'ai investi 2 jours de temps avec lui pour un projet et derrière, c'était largement rentable. Même comme du coaching, comme des petites sessions SEO. Des fois, bah, je prends l'exemple là, du SEO level. Je pense qu'il y en a qui viennent, ils sont très compétents d'un point de vue SEO, mais en fait, ça permet de faire une veille, ça permet voilà, de se redébrancher des idées, etc. Et je pense que c'est important aussi des fois de faire ce genre de choses, quoi. D'apporter voilà, cette casquette, voilà, développement et référencement pour les sites internet, quoi. Ouais, bah, c'est clair. Bon, en tout cas, ça me fait super plaisir d'avoir vraiment la personne derrière qui est finalement derrière, entre guillemets, la réussite de grands noms ou de gros sites internet. Et du coup voilà, donc pour les gens qui veulent, donc c'est dmweb.fr. Voilà, ouais, dmweb.fr. Voilà. Mais de toute façon, on mettra tes coordonnées pour te contacter. Donc voilà, si quelqu'un a un projet de création de site internet, voilà, avec un axe, une expertise surtout WordPress où tu fais pas mal de plugins, de sécurité, de correctifs. On a parlé de hacks, mais tu corriges également les hacks. Voilà, je nettoie les sites, voilà, correctifs, voilà, problème de web performance, puis voilà, tout ce qui est l'aspect technique. Donc voilà, travailler vraiment sur le... Mais t'es tout seul, au fait? Nous, on est 2. Il y a moi plus un de mes développeurs, donc qui fait vraiment tout ce qui est partie intégration, etc. D'accord. Voilà, on a beaucoup travaillé aussi récemment pour Grégory Perrin, donc je salue aussi, qui m'a dit oui, il fallait que j'aille faire le podcast avec Stéphane. Donc voilà, il m'a dit vas-y, fonce, etc. Donc ouais, voilà, c'était un super son conseil. Non, on est que 2. Voilà, on est que 2, mais on fait vraiment que de la technique. Voilà, on fait vraiment que de la technique. Bon, bah nickel. Hein, voilà, bah, merci à toi de m'avoir bah, c'est avec grand plaisir, voilà. C'est l'occasion. Et puis on s'est vu, et puis on se voit de tous les events. Et puis il y a tous ces trucs-là que j'étais pas au courant. Et puis moi je l'ai vécu en tant que créateur de site internet. J'ai toujours eu des difficultés, etc. J'ai toujours rêvé d'avoir les compétences que tu as, etc. Et avec le savoir-faire SEO. Et voilà. Alors moi, c'est vrai que quand j'ai démarré les sites, j'ai pas mal travaillé donc avec c'est Frédéric Ludeni, mon associé, qui est un excellent développeur, qui m'avait aidé sur mes premiers sites d'affiliation, où il avait fait les formulaires de comparatifs et où les personnes enregistraient du coup les coordonnées sur mon site et j'allais taper en API sur les plateformes. C'est des trucs très basiques. Aujourd'hui, l'IA, elle le fait facilement. Mais à l'époque, quand j'ai débuté, c'était en 2010, tu vois. C'était... Et voilà, j'avais ce problématique-là. Et après, il y a toujours aussi l'aspect taux de transformation. Les formulaires, pour que l'UX soit bien,
Des fois, il suffisait pas grand-chose, changer quelques textes, quelques éléments, essayer de réduire au maximum le formulaire de contact, et plutôt que de mettre le formulaire de contact sur toute une page, le mettre sur plusieurs pages. Tout ça, c'est des choses qui peuvent améliorer ton taux de transformation peut-être de 50%, ce qui permet d'avoir une augmentation de lead de 50%. Si tu ne modifiais pas ça, parce que je n'avais pas les connaissances développement pour le faire, pour avoir le même chiffre d'affaires, il fallait que tu multiplies ton trafic par 2. Sauf que pour multiplier ton trafic par 2, c'est beaucoup plus compliqué, c'est beaucoup plus cher que de finalement faire appel à des personnes comme toi qui vont aller modifier certains aspects techniques, certains formulaires, peut-être la création d'un plugin qui va faire gagner un temps fou. Donc voilà, après... Voilà, aujourd'hui, comme tu dis, l'IA va permettre d'accélérer, même pour nous, ça va pas je pense que ça va pas nous remplacer, ça nous remplacer en tant que tel, en tant que pur développeur. Par contre, ça va plutôt nous transformer dans une autre manière d'approcher, de pouvoir aller plus loin et d'aller plus vite et plus loin surtout. Écoutez, franchement, c'est canon, je suis trop content. Un grand merci à toi. Merci de toute façon, on se revoit au prochain événement. On se voit tous les ans un petit peu à droite, à gauche. On parcourt un peu la France dans les différents événements pour rencontrer justement des personnes. C'est quoi les prochains événements que tu fais du coup? Sûrement les Wizards. Les Wizards, je serai aussi présent. Ouais. Voilà, au mois de mai normalement. Au mois de mai à Lyon. Après, on espère être là au SDD Day. SDD Day à Toulouse, du coup. Pour les 10 ans. Les 10 ans. Très bel événement SEO, voilà, c'est les... Ouais. Les deux personnels. On passe les bonjours à Sandrine, l'organisatrice, et à Djibou, David, les deux organisateurs et deux créateurs de cet événement très populaire du coup à Toulouse, où il y a une super ambiance. Et puis voilà, je vous dis, abonnez-vous à la chaîne si vous avez des questions, et puis si vous voulez, n'hésitez pas à laisser des commentaires. Et puis Marion, de toute façon, tu checkeras un peu les commentaires. S'il y a des personnes qui ont des questions et qui ont besoin d'un peu plus de retour, ou peut-être d'un conseil sur une problématique qu'ils ont. Donc voilà, donc je vous dis à bientôt pour un prochain épisode, mais encore un grand merci à toi. Pas de souci, et je finirai par non, WordPress ne va pas mourir. C'est vrai que voilà, ce sera un autre épisode ça. Oui. Allez, à bientôt, merci beaucoup. Ciao.